passe maintenant à la troisième série de questions, enfin le troisième questionnement, qui porte sur... Il m'a gâché mon effet. Ah non, non, parce que c'est pas en PowerPoint, c'est pas grave. Mais si, alors il n'y a pas d'effet parce que c'est pas en plein écran, mais en fait, vous savez, l'Europe était pionnière en matière de négociation climatique. Elle a vraiment joué un grand rôle à Kyoto, etc. Et même lors des accords de Paris, qui ont, je vous le rappelle, fait signer 197 États. Franc succès. Hein. Puis, là, récemment, une publication sur quels sont les États qui respectent leurs engagements pris à Paris. 16 États, voilà, pas beaucoup. Et parmi ces 16 États, combien d'États membres de l'Union européenne? 0. None whatsoever. Et en plus, c'est dommage parce qu'il y a quand même la Norvège et la Suisse qui respectent. Donc on a presque l'impression qu'en fait, faire partie de l'Union européenne rendrait presque handicaperait encore un peu plus. Donc voilà, la question c'est celle-là, c'est comment est-ce que, alors qu'elle était pionnière, on en arrive à une situation dans laquelle aucun État européen, pas un parmi les 28, ne respecte les engagements pris à Paris. Et la première personne à prendre la parole, non, c'est vous, Monsieur Gotti. Ah, c'est moi. Encore? Bah, plus je parle, plus je peux parler? C'est que ça marche comme ça? Ah bon? Ah, c'est dans l'ordre. Oui, mais ça, c'est un problème des sœurs latines. C'est un peu latine. Moi, je crois que la question aujourd'hui, ce n'est pas d'atteindre, de fixer des objectifs. Nous savons très bien ce que nous devons faire. La question, c'est comment trouver les ressources pour atteindre les objectifs qu'on a fixés dans les accords de Paris. Comment trouver les ressources pour atteindre les objectifs de 2030-2050. Et quelle cohérence nous pouvons tenir seulement en tant qu'Européens du moment où on mène des négociations sur la scène globale qui remettent en cause les engagements des accords de Paris. C'est pour cela que nous avons une proposition très concrète. D'abord, Madame veut sortir de l'Europe pour récupérer sa souveraineté. Moi, je veux rester en Europe pour récupérer ma souveraineté. Parce que l'Europe, c'est le seul niveau, c'est le niveau minimum dans lequel nous pouvons vraiment reprendre contrôle et reprendre notre souveraineté et travailler et développer des politiques efficaces dans la lutte contre les changements climatiques. L'Europe, c'est le domaine minimum. Revenir à des politiques nationales, revenir à des politiques souverainistes, revenir à des politiques divisées sur un thème global et sur des questions transnationales telles que les changements climatiques ou l'environnement, c'est évidemment perdre les matchs avant de rentrer sur le terrain. Et donc, quand nous parlons d'Europe souveraine, nous pensons tout d'abord à des questions telles que les changements climatiques. Mais les accords de Paris sont là. Il faut trouver les ressources. Nous disons, créons une banque finance climat. Travaillons à l'intérieur de la Banque européenne des investissements et développons des taux zéro pour les dépenses que les villes, les petites et moyennes entreprises, les ménages doivent aborder pour les objectifs d'efficacité énergétique, pour les objectifs des villes smart cities, des villes soutenables. Aujourd'hui, c'est la question des ressources. Et les ressources, il faut les dégager maintenant. Parce que c'est maintenant qu'on doit atteindre ces objectifs. Finalement, comment nous pouvons faire entendre notre voix au niveau global en faisant ce que votre président de la République française a déclaré aujourd'hui en disant la France est un pays qui dit non à l'accord commercial avec les États-Unis du moment où les États-Unis ne confirment pas leur engagement aux accords de Paris. Mais semble que ce soit un moyen d'indiquer bien comment, en tant qu'Européens, nous pouvons nous faire respecter et nous pouvons faire respecter à nos partenaires des engagements qu'ils ont pris et que nous voulons soient menés à bien. Merci. Je vous dirais un mot sur ce qu'a dit le président, parce que je n'ai pas tout à fait la même lecture que vous, mais c'est pas grave, on ne va pas s'engueuler pour ça. Je dis devant Gwendoline que je suis assez contente finalement qu'il y ait une sorte de victoire culturelle des écologistes sur nos pensées. Alors je ne sais pas s'il faut l'exprimer comme ça, mais le fait de faire partager maintenant avec beaucoup de formations politiques cet enjeu-là, je trouve que c'est bien.
Et pour moi qui viens d'un parti qui était qualifié par le même membre des Républicains d'hier comme ouvriériste et donc forcément très hostile aux questions ou productivistes, ça vient de ma gauche, je trouve qu'on assume maintenant totalement et clairement cette conversion à l'écologie qui est irréversible. Donc voilà, je le dis devant toi et sincèrement, je crois qu'on devrait tous aller dans ce sens. Et puis, cette question de l'écologie et de la lutte contre le changement climatique, elle doit être vue dans différents domaines, sous différents prismes. Quand on parle, par exemple, de migration, j'y reviens, on y reviendra sûrement tout à l'heure. Évidemment, quand on sait que 250 millions de personnes seront d'ici 2050 obligées de s'exiler parce que le changement climatique les fera partir, on voit le lien de la même manière qu'on peut, vis-à-vis du travail, avoir des références très concrètes à faire avec la question du changement climatique. Troisièmement, d'abord, il faut se fixer des objectifs concrets. J'en cite un seul, je n'ai pas vocation à être exhaustive là-dessus. Je pense qu'il faut, par exemple, que nous ayons une réglementation beaucoup plus serrée sur la question de la pollution de l'air. À l'heure actuelle, nos normes européennes sont, je crois, 6 fois en dessous les normes de l'OMS. Ça n'est pas normal, ça veut dire que toutes les particules que nous respirons causent 400 000 décès prématurés dans l'Union européenne. Il faut que nous alignions nos normes avec les normes de l'OMS. Deuxièmement, sur les lobbies, parce que j'y reviens, il y a eu dans ce domaine un certain nombre de scandales importants. C'est le cas du Dieselgate, c'est le cas du glyphosate. On ne va pas y revenir. Et c'est là où je suis un peu en désaccord avec vous sur la question des accords commerciaux, où il faut avoir des normes. Il ne faut rien signer sans normes environnementales et sans normes sociales. Là, peut-être que Emmanuel Macron a dit qu'il ne fallait pas signer avec les USA, mais le représentant permanent laisse filer la discussion sur l'accord avec les USA aujourd'hui. Donc c'est le représentant permanent de la France qui porte aussi la parole de la France qui laisse filer ce débat maintenant. Donc peut-être que vous ne partagez pas cette information, mais en tout cas, c'était tout à fait clair à Bruxelles. Et dernière chose, sur la question des moyens, nous pensons qu'il faut un plan d'investissement massif en faveur de la lutte contre le changement climatique et dans la transition écologique de l'ordre de 500 milliards d'euros, de manière à pouvoir vraiment être efficace dans ce domaine avec toutes les implications que cela veut dire après dans la vie quotidienne des personnes. Alors moi, j'appartiens à un groupe qui s'appelle la Gauche unitaire européenne, Gauche verte nordique. On oublie souvent la deuxième partie. Et sur ces questions-là, je suis d'accord plus souvent avec la deuxième partie de mon groupe qu'avec la première. Et en général, on mène ces batailles en accord avec le groupe écologiste. Et très souvent, nous avons des amendements communs, gauche européenne et écologistes européens, parce que ça fait partie des choses sur lesquelles on doit pouvoir avancer. Sur l'ensemble de ces questions, vous avez raison de dire que l'Union européenne a longtemps été pionnière. Et moi, j'ai l'impression que ça a bloqué à partir de Copenhague. Parce qu'à partir de Copenhague, on commençait à avoir des engagements beaucoup plus concrets, une urgence climatique aussi peut-être, et la nécessité d'avoir des engagements beaucoup plus concrets. Et un des échecs de l'accord de Paris, même si on peut se féliciter que cet accord existe, c'est qu'il n'est pas contraignant et qu'il n'y a pas vraiment d'obligation pour les États qui signent. Et nous avons été obligés au Parlement européen de remonter les objectifs pour qu'ils soient conformes aux accords, ne serait-ce qu'aux accords de Paris. Donc je pense qu'il y a effectivement un énorme travail à faire en la matière. Nous considérons que la question écologique, environnementale et la question sociale sont liées. Qu'on ne peut pas faire des progrès en matière de lutte contre le changement climatique si ce n'est pas accompagné par des mesures sociales adaptées. Pourquoi? Parce qu'il faut changer les modes de transport, il faut changer, améliorer les problèmes de logement. C'est les plus pauvres qui ont les logements les plus perméables, si je puis dire, au changement atmosphérique. C'est ceux qui sont qui nécessitent le plus d'énergie, qui consomment le plus d'énergie, notamment en matière de chauffage. Donc il ne faut pas que les mesures que l'on prend en matière environnementale
pèse plus sur les plus pauvres que sur les autres. Donc il faut avoir les deux en matière en ligne de mire en permanence. C'est pour ça que nous proposons un fonds de développement écologique et social qui puisse être créé. Le montant, on va laisser les États membres le décider, mais on est sûr qu'ils vont faire des efforts, notamment si le président de la République fait une proposition en ce sens au Conseil des ministres, on l'attend. Et quant au TAFTA, je suis très étonnée moi aussi de la nouvelle position de la France. Je ne voudrais pas que ça se transforme comme celle du précédent gouvernement sur le même sujet, qui a dit non pendant des mois pour au final dire oui comme tout le monde, notamment par rapport au CETA. Et je ne crois pas que le CETA, M. Macron ait fait la moindre réserve, et pourtant nous considérons, nous, que TAFTA et CETA sont des copier-coller. Oui, alors... parce que l'Union européenne est mondialiste et libre-échangiste, donc bien sûr très polluante, forcément. Est-ce que l'Union européenne s'oppose vraiment aux émissions? Eh bien non. Elle signe au contraire des accords de libre-échange avec le monde entier. Le TAFTA, le CETA, le JAFTA, le Mercosur. Donc on stigmatise les Français en augmentant les taxes sur le carburant, mais il faut savoir qu'on détaxe le kérosène des avions et le fioul lourd des tankers. C'est le monde à l'envers, vraiment à l'envers. Parce qu'un tanker, ça équivaut en émissions à 50 000 voitures. Un seul tanker avec du fioul lourd. Donc je dois vous dire qu'il y a quand même beaucoup plus qu'un seul tanker qui parcourt la mer avec tout ce que ça comprend. Moi, je défends pour ma part les circuits courts, l'agriculture locale, et la qualité, plutôt que d'importer de la viande qui a parcouru des dizaines de milliers de kilomètres, ce qui est insensé. J'ajoute pour finir que parmi les 16 meilleurs élèves dont vous parliez tout à l'heure, vous en avez oublié 2, c'est le Monténégro et la Macédoine. Voilà, c'est ça, oui. Preuve qu'on peut bien mieux agir, même en dehors de l'Union européenne. Et je voudrais vous lire ce petit texte parce que c'est important. Un chercheur américain qui s'appelle James Corbett a calculé il y a 10 ans, donc 2009, que 16 tankers utilisant le pire carburant disponible, ce qui est souvent le cas, émettraient autant de dioxyde de soufre que toutes les voitures du monde. C'est un calcul théorique, mais imaginez 10 ans plus tard, avec l'explosion du commerce international, la pollution et les émissions engendrées. Je vous laisse réfléchir à tout cela, et vraiment, je crois qu'il faut qu'on voit une Europe, et puis la planète, c'est le monde entier, parce qu'on sait aussi que c'est la Chine le plus pollueur, il faut bien le dire. Alors donc l'Europe, je ne sais pas ce qu'elle peut faire de plus que ce qu'elle fait à l'heure actuelle, parce qu'il n'y a pas que l'Europe, là c'est le monde entier dont il faut voir les... Voilà. Je vais reprendre sur ton intro, Sylvie. Effectivement, il me semble, et ces élections européennes, pour ça, seront vraiment, le démontreront encore plus que ces dernières années. C'est assez spectaculaire. Il me semble qu'effectivement, la question environnementale, avec laquelle je fais une différence avec le projet écologiste, les questions environnementales vont effectivement irriguer nos politiques publiques. Il y aura toujours des gens qui vont nier le dérèglement climatique. Il y en a, et il continuera à y en avoir. Il y a bien des gens aux États-Unis, des partis politiques qui nient l'évolution, etc. Donc tout est possible, mais globalement, je pense que on va de moins en moins nier. La question, c'est quel projet on met en place pour contrer ces problématiques environnementales. Il me semble, et là je fais une part de fiction, mais on est aussi obligé un peu de penser, de faire de la prospective, de réfléchir, qu'on va se retrouver rapidement face à 3 solutions. La solution, c'est une Europe vivable pour les riches, des pays vivables pour les riches, des conditions environnementales vivables pour les riches, au détriment des plus pauvres. C'est déjà quelque chose qui est un petit peu en place, hein. Il y a déjà des populations qui vivent à côté des usines, à côté des autoroutes, à côté des
des lieux de pollution, ça a été dit par Marie-Christine, la précarité énergétique, etc. Je ne pensais pas la peine de faire un dessin, c'est déjà un peu le cas. Et on peut très rapidement aller vers... et moi, je suis frappée, j'ai deux grands à la maison, et qui s'abreuvent de séries américaines, évidemment, et je suis frappée par le fait que ces séries américaines, elles nous montrent beaucoup ça. Ce que les jeunes regardent aujourd'hui, c'est des mondes de demain qui sont terrifiants au niveau environnemental. Et après, il va y avoir et alors, il y a cette solution-là, les bunkers pour les riches. Il y a la deuxième solution, c'est des espèces de dictatures écolo, où il y aura une raréfaction imposée, où il y aura des quotas, ça passera par très clairement une privation de la liberté. Et ce que nous essayons de proposer, les Verts en Europe, et il me semble qu'effectivement on est rejoint par d'autres partis de manière très sincère, en France comme dans d'autres pays, c'est d'anticiper pour trouver une solution pour qu'on n'arrive ni à l'une des solutions ni à l'autre. Et je crois que ça implique quand même d'être sérieux sur la question. Par exemple, je vais être très claire sur la question, la technologie ne sauvera pas tout. Je suis absolument convaincue que ça ne pourra pas passer que par des alternatives technologiques. Ça veut dire que nous, les Verts, c'est très concrètement qu'effectivement, on pense qu'il faut sortir des énergies fossiles, mais il faut aussi pas trouver comme solution la fracturation hydraulique, les gaz de schiste. Et le nucléaire, évidemment, n'est pas pour nous non plus une solution. Ça veut dire d'abord penser l'efficacité énergétique, c'est la première des choses. Ça veut dire une sobriété, ça veut dire demain, essayer tous de consommer moins. C'est la première manière de régler le problème, c'est d'essayer de dépenser moins d'énergie. Ça veut dire évidemment, je rejoins Marie-Christine Vergea, toujours penser justice sociale et justice climatique en même temps. Ça veut dire aussi penser une autre agriculture. Ça veut dire par exemple faire attention au foncier, ça c'est toujours extrêmement douloureux. Il va falloir commencer à dire on ne peut pas prendre toutes les terres pour urbaniser. Ça c'est très très difficile. C'est une chose de penser le dérèglement climatique, c'est une autre d'avoir ce courage-là de dire oui, aujourd'hui il va falloir préserver des terres. Ça veut dire évidemment aussi, à mon sens, ne pas accepter qu'on continue dans une croissance infinie. Voilà, et notamment, et c'est là où j'ai un grand désaccord avec ouais, je vais essayer d'aller vite, c'est que par exemple, il y a un projet tout près de nous qui s'appelle le Lyon-Turin. Moi, je pense que c'est pas un projet qui nous permet demain, à la fois financièrement et pour des questions environnementales, de survivre. Et donc, il faut arrêter de penser ce type de projet. Il faut oser. Il faut oser avoir une taxe sur les avions. S'il n'y a pas de taxe sur les avions, on ne pourra pas avancer. Et puis, il faut de la démocratie, évidemment, pour le décider avec les citoyens. Okay. Je vais hélas récupérer parce qu'on a pris une décision avec ma collègue organisatrice. On ne peut pas avoir le temps du débat parce qu'à chaque fois, vous prenez un peu trop, mais additionner, ça fait beaucoup trop. Et il y a des gens qui travaillent, etc. Donc, on va passer à la quatrième question, c'est ça, sur la crise humanitaire et migratoire. Donc, ce qu'on vous propose, c'est donc de passer à la quatrième question, et puis dans le temps du débat, on pourra revenir évidemment sur les questions que vous auriez aimé débattre. Alors, cette quatrième question, elle porte sur la crise migratoire et humanitaire. Alors, on est tous d'accord, je pense là-dessus, on fait face à une réalité. Il y a un certain nombre de personnes qui traversent la Méditerranée pour chercher à venir s'installer en Europe. Ils étaient environ 1 million en 2015, ils étaient environ 100 000 en 2018, selon les données du Haut Commissariat pour les réfugiés, donc l'Agence des Nations Unies. C'est une réalité qui est décrite dans nos médias à travers deux, finalement, représentations, deux discours différents. Le premier, il nous parle d'une vague migratoire qui menace de nous submerger. Le second, il décrit des hommes, des femmes qui fuient leur pays pour échapper à différentes formes de violence et pour survivre. Alors, ce qu'on sait aussi, c'est que parmi ces personnes, un certain nombre meurent en chemin, notamment en traversant la Méditerranée. Là, on a des chiffres évidemment imprécis, mais ce que l'on sait, c'est qu'on a eu au moins 5096 morts en 2016 et au moins 2262 morts en 2018. Donc, ce qu'on veut savoir ce soir, c'est comment vous vous positionnez, vous, en tant que député, quelles doivent être, selon vous, les politiques de l'Union européenne. Quelle doit être donc la réaction collective face à cette crise humanitaire et migratoire? On vous donne la parole. Et pas Sylvie. Ah pardon, excusez-moi. Moi je veux bien, mais ça m'arrange. C'est aussi Sylvie Guillaume qui m'a perturbée en disant que Bien, sujet sérieux aussi, celui-ci. Et
pour éviter de prendre trop de temps, puisqu'on est donc pris par le temps, je vais me concentrer quasi exclusivement sur les propositions qu'il me semble important de faire dans la matière, sans reprendre l'analyse sur ce phénomène, qui est un phénomène séculaire, qui continuera, qui doit être certainement régulé, mais qui n'est pas à la hauteur des hystéries et des peurs qui sont véhiculées par un certain nombre de partis en France et en Europe vis-à-vis de la migration. Je ferme cette partie initiale pour m'en tenir à ce que je vous ai promis, c'était m'en tenir à des propositions de solutions. Il me semble, de mon point de vue, que sur la question de l'asile, le corpus de lois européennes, puisque l'asile est un système européen, qu'on doit en revenir à l'initiale du régime européen de l'asile. C'est-à-dire que l'on revienne avec une politique réellement commune, partagée, qui fasse par exemple qu'on ait des systèmes similaires dans toute l'Union européenne dès lors qu'il s'agit d'accueillir des personnes qui cherchent une protection internationale. On en est loin. Et le principal des écueils est que nous avons un système qui s'appelle le règlement de Dublin, qui dit de façon très simple que quand on franchit une frontière extérieure de l'Union, c'est le pays là où on entre en premier qui fait toute la procédure d'accueil des personnes qui demandent une protection internationale. Évidemment, parce que la géographie est ainsi faite, les frontières extérieures restent des frontières extérieures. C'est donc les pays qui sont aux frontières extérieures qui sont sujets à une pression forte, beaucoup plus forte que celle des pays qui sont à l'intérieur. Donc il faut réformer le système de Dublin. Nous avons eu la possibilité de le faire au Parlement européen, avec une majorité assez compliquée à mettre au point, mais à laquelle nous sommes parvenus, pour substituer à ce système de pays de première entrée un autre système beaucoup plus solidaire, beaucoup plus partagé et qui repose aussi sur le choix, une possibilité de choix des personnes. Donc, réformer le système de Dublin. Troisièmement, avoir un OFPRA européen, c'est-à-dire avoir une agence de l'asile qui traite de la même manière et qui permet justement de se répartir de façon correcte la charge ou la responsabilité des questions d'asile. Quatrièmement, avoir un système de migration régulière. Je suis persuadée que plus nous fermons les voies légales de migration, et vous n'avez pas en face de vous quelqu'un qui préconise l'ouverture des frontières à outrance. Je ne suis pas une no-border, j'en suis désolée pour ceux qui le sont, mais ce n'est pas mon cas. Je pense qu'il faut réguler un certain nombre de choses, qu'il faut réguler les passages, mais tant qu'il n'y aura pas de voie régulière, de voies légales de migration, il y aura des voies irrégulières, c'est-à-dire des voies qui sont soumises aux passeurs, avec des gens qui se font de l'argent sur la misère humaine. Donc il faut savoir ce qu'on veut, soit des morts, soit des voies légales. Et la dernière chose sur laquelle, deux dernières choses sur lesquelles j'insiste, sur les questions d'intégration. Je pense que l'intégration en Europe des personnes qui nous rejoignent n'est pas à la hauteur des attentes. Et dernière chose, nous avons à prendre en compte par anticipation, je le redis, je pense que j'en ai déjà parlé, pardon si je me répète, nous devons prendre en compte la question des futurs réfugiés climatiques qui, quoi qu'on en pense, seront dans l'obligation de chercher un refuge. Pour l'instant, aucune réglementation ne leur est appliquée, puisqu'il n'y a pas d'agent persécuteur quand on parle de climat. Il faut donc que l'Europe, et plus généralement la communauté internationale, s'intéresse d'urgence à la question des réfugiés climatiques. Voilà quelques propositions posées sur la table. Merci beaucoup. À qui je le donne? Ouais. C'est comme si on avait le débat, mais c'est pas grave. Ouais. Madame Bergère. Pardon. Je me rattrape là. Vous arrêtez, hein. Je vais être assez brève sur les propositions parce que je suis globalement assez d'accord avec Sylvie, y compris que nous avons beaucoup travaillé sur ces questions-là à la Commission des libertés civiles, dont nous sommes toutes les deux membres, et en général, nous proposons les mêmes choses sur ces questions, et notamment sur le paquet asile, qui vient d'être bloqué. Là aussi, vous allez dire que je suis têtue et que je suis répétitive, mais qui vient lui aussi d'être bloqué par le Conseil.
et dans lequel il y avait notamment le règlement de Dublin, dans lequel au Parlement européen nous avons réussi à avoir une majorité de 5 groupes politiques qui va du Parti populaire européen à la gauche européenne, en passant par les Verts européens, les socialistes européens et les libéraux européens, mais que, alors que ces partis sont des partis de gouvernement, ces groupes sont le groupe des partis de gouvernement, le Conseil n'a pas suivi les propositions du Parlement européen, et je trouve ça bien dommage, y compris que la France et l'Italie, y compris dans ces gouvernements antécédents, n'ont pas été vraiment pionniers en la matière. Vous allez dire que je vous en veux, mais... ça c'est une breaking news. Voilà. Mais on pourra discuter de tous les détails. Moi, ça fait 10 ans que je suis ces questions-là, et les relations entre la Libye et l'Italie ne datent pas de M. Salvini. La question, pour moi, on ne peut pas se dispenser d'analyse du phénomène. Et on ne peut pas considérer qu'il y a le choix entre l'hystérie collective et l'angélisme des autres. Moi, je crois qu'il y a une troisième voie, qui est la voie du réalisme, de la rationalité. Cette voie du réalisme et de la rationalité, c'est de se pencher sur la réalité des chiffres. Oui, les migrations aujourd'hui sont mondiales. Elles sont mondiales, c'est un fait. Tous les pays aujourd'hui sont pays d'accueil, de transit et de départ. Tous les pays du monde, à une ou deux exceptions dans lesquelles on empêche les ressortissants de partir, mais tous les pays du monde sont des pays d'immigration et d'émigration. Il y a aujourd'hui 258 millions de migrants internationaux. Il y a 60 millions de migrants qui sont nés en Europe. 30 millions qui sortent de l'Union européenne. Au prorata de la population, ça fait quasiment 10% de la population. Il y a 36 millions de migrants nés en Afrique. Et 70% qui restent à l'intérieur de l'Afrique. 70% qui restent à l'intérieur de l'Afrique. 70% de 36 millions, à comparer aux 60 millions d'Européens. Donc de quoi on parle ? Et qui sont les gens qui meurent en Méditerranée? Ce sont des gens à qui on refuse des visas. Pourquoi ils traversent la Méditerranée en payant des sommes folles aux trafiquants, en risquant leur vie? Parce qu'ils n'ont pas la possibilité de venir légalement sur le sol de l'Union européenne. Et qu'on arrête les fantasmes. Qu'on arrête les fantasmes en la matière. Non, la libéralisation des visas ne fait pas affluer massivement les gens vers l'Europe. On a libéralisé les visas de tous les pays du Balkan et on n'a pas assisté à un mouvement fantasmagorique des gens des Balkans venant vers le pays de l'Union européenne. On a libéralisé les visas, ça va être un contre-exemple. On a libéralisé les visas vis-à-vis de l'Ukraine. Aujourd'hui, la première nationalité qui arrive dans l'Union européenne, ce sont les Ukrainiens. On n'en parle jamais. C'est la première nationalité qui arrive dans l'Union européenne. Chaque année, plus de 600 000 personnes. Et où arrivent-ils? En Pologne. Ce pays qui fustige en permanence les bons migrants et les bons réfugiés et les mauvais migrants économiques. Alors que sont les premiers, et sont le premier pays de l'Union européenne à accueillir des migrants économiques. Donc moi, j'ai deux principes en la matière, et je vais arrêter. L'égalité des droits pour tous les citoyens de la planète. Il n'y a pas les privilégiés du Nord qui ont le droit de circuler à peu près partout et les malheureux qui sont nés par hasard de l'autre côté et qui, eux, n'ont aucun droit. Et la libre circulation pour tous. La libre circulation. Je ne parle pas de la liberté d'installation, la libre circulation. Qu'on laisse les gens aller et venir. Et on verra que la pression diminuera très largement. Et vous voyez, le problème en laissant un peu plus de temps, c'est qu'après, il y a une espèce de surenchère que je ne contrôle plus rien du tout. Donc, on va parler effectivement de la crise humanitaire et migratoire. Moi, je vais vous dire, ça va peut-être vous étonner, parce que, étant une ancienne du Front National, je suis présidente d'une association humanitaire. Et ce que je vois en France à l'heure actuelle, il y a 1200 migrants porte de la Chapelle, qui sont dans un état lamentable. Et j'ai honte d'être française quand je vois cela. Parce que nous sommes les pays des droits de l'homme, mais on laisse les gens comme ça, avec des rats, c'est horrible ce qui se passe. Et moi, j'avais entendu M. Macron, lors de la
de la présidentielle dire « il n'y aura plus personne sans toi ». Eh bien, ça n'est pas le cas, et croyez-moi, il y en a vraiment beaucoup à Paris et puis un peu partout. Alors si c'est cela, accueillir des migrants, eh bien moi je vous dis non, parce que ça n'a aucun sens. Parce que ces gens-là ont le droit de vivre dignement. Alors nous devons accueillir les gens qui sont sur notre sol, mais d'une façon digne. Et si on ne peut pas en prendre plus, on n'en prend pas plus. Mais au moins, ceux qui sont là, il faut qu'ils soient reçus dignement par notre pays. Moi, je me suis rendue, j'ai fait partie de la commission développement donc au Parlement européen, et je me suis rendue à Tambacounda, qui est une ville du Sénégal, carrefour de la migration, où nous donnons des fonds européens. Il se trouve que ce carrefour de la migration, on a mis 4 policiers. C'est vrai, hein, c'est pas des histoires. On a mis 4 policiers qui sont là la journée pour voir s'il y a des migrants qui passent, mais simplement la nuit, il n'y a personne. Donc vous devez bien vous douter que tous les passeurs passent la nuit. Alors ce carrefour de la migration, ils montent par le Mali et ensuite ils vont vers l'Europe. Mais moi j'y ai constaté que ces milliards d'aides au développement sont utilisés, il faut bien le dire, n'importe comment. Parce que je n'ai pas vu vraiment... J'ai pourtant rencontré des jeunes migrants revenus chez eux, parce qu'il y a des gens qui reviennent aussi, qui partent et qui reviennent par exemple de Libye, entre autres des jeunes femmes qui ont été des esclaves sexuels, des esclaves tout court, au niveau des jeunes hommes, et ils reviennent dans leur pays. Et ce qu'ils veulent, eux, c'est qu'on ait des fonds, mais pour qu'on leur donne quelque chose, qu'il y ait des entreprises qui s'installent. En fait, ce qu'il faut faire, c'est un plan Marshall pour l'Afrique. Je vois des gens qui rient. Moi, je trouve pas ça drôle, vous voyez. J'ai plutôt même honte qu'il puisse y avoir comme ça des choses dans des pays. Effectivement, des gens malheureux. Nous, on a de la chance. Mais peut-être qu'on n'aura pas cette chance tout le temps. Sachez-le bien. Et donc, je crois qu'il faut bien réfléchir à ce que nous faisons. En tout cas, pour la période 2014-2020, l'Union européenne consacre environ 30 milliards d'euros pour l'Afrique subsaharienne. Et je précise quand même que c'est l'argent des Français, puisque nous sommes contributeurs nets à hauteur de 10 milliards annuels. En tout cas, il faut que ces gens puissent rester aussi chez eux parce qu'ils veulent être chez eux. Et c'est la raison pour laquelle c'est nous qui devons faire ce qu'il faut pour qu'ils puissent vivre correctement. Donc sur beaucoup de points, je vais rejoindre ce qui a été dit par Sylvie Guillaume et Marie-Christine Vergiat. Et je pense que c'est une très bonne chose d'ailleurs qu'il y ait suffisamment de parlementaires européens pour régulièrement résister sur ces questions-là, faire bouger sur ces questions-là. Et d'ailleurs, le Parlement, il me semble, a été parfois très positif sur ces questions-là. Et c'est les États qui ont bloqué les parlementaires. Donc je crois qu'on peut que se satisfaire d'être d'accord sur ces questions-là. Un droit d'asile commun, évidemment, une répartition. Moi, je ne comprends pas comment on peut continuer à penser qu'il y a des pays qui peuvent s'exempter et laisser les frontières avec la mer en Italie, en Espagne et en Grèce, voir débarquer tous ces gens et nous tranquillement dire « Ouh là là, nous après on peut plus accueillir ». Moi, si j'étais vous, Monsieur Gossi, je serais très en colère contre notre président parce que je trouve que ça a été très facile pour notre président de dire aux Italiens que c'était pas bien du tout ce qu'il faisait parce que depuis des décennies, on laisse ces gens arriver et on met effectivement des populations en difficulté sur les côtes et la France doit prendre sa part. Elle ne l'a pas pris, ça fait très longtemps qu'elle ne l'a pas pris et elle a les capacités d'accueillir. Donc une répartition et un vrai travail de répartition comme l'Allemagne l'avait proposé à un moment donné. Et là-dessus, Angela Merkel a quand même été exemplaire. Arrêter de criminaliser les ONG, ça je crois que ça serait le premier point de départ et la base, et ça c'est pareil. Et on a encore entendu récemment quelqu'un du gouvernement français criminaliser les ONG, et pour moi c'est un truc terrible. Je comprends pas comment on peut...
jouer sur cette confusion entre les passeurs et les ONG qui sauvent des gens, et évidemment aussi arrêter les accords avec la Turquie et la Libye, qui sont des pays qui ne sont pas démocratiques, où il n'y a pas des droits de l'homme, et on les laisse gérer la question de l'arrivée de ces gens. Maintenant, là-dessus, donc sur tout le reste, voilà, je pense que si on rentrait dans le détail, on serait vraiment tous d'accord à gauche, et j'espère qu'on est aussi d'accord sur une question, c'est que évidemment, ça commence aussi par arrêter de piller les ressources de ces pays-là. C'est le point fondamental de la question et c'est un vrai problème écolo depuis très longtemps. Et puis, il faut arrêter les accords commerciaux particulièrement injustes. On cite souvent le TAFTA, on cite souvent le CETA, mais il y a des accords commerciaux avec l'Afrique et les Caraïbes qui sont terrifiants et qui sont des accords commerciaux qui font qu'on leur donne notre nourriture, on leur donne voilà, et on est en train de tuer leur propre agriculture, on est en train de tuer leurs propres ressources. Donc la question écologiste, elle est prégnante dans la question du règlement de la question migratoire. Et pour finir, je voudrais juste dire que je pense que beaucoup plus qu'une crise migratoire, nous avons une crise de l'accueil. Et l'accueil est possible. D'abord parce que les nombres ne sont pas si importants et parce qu'il y a des gens qui sont capables de le faire. Sur la liste écolo, il y en a un, mais il y en a sur d'autres listes. Damien Carême, à Grande-Synthe, a tenté de le faire. D'autres le font ailleurs. Il y a aujourd'hui, partout en Europe, des collectivités au niveau local qui sont en train de tenter de faire des choses. Et d'ailleurs, je pense que la solution se jouera vraiment entre collectivités locales et Europe, beaucoup plus que par les États-nations qui, sur cette question-là, sont aujourd'hui terriblement déficients. En ayant été en première ligne sur toute la crise migratoire et les propositions depuis 2014, je ne pensais pas de devoir venir à Grenoble pour prendre des leçons sur ce que j'ai fait ou pas fait en tant que membre du gouvernement sur la crise migratoire. Honnêtement, c'est ça, je ne m'attendais jamais à ça. Nous avons sauvé l'honneur de l'Europe dans la Méditerranée. Le gouvernement duquel je fais partie, le gouvernement Renzi a sauvé l'honneur de toute l'Europe quand en 2013, 2014, 2015, il y avait un seul gouvernement européen qui avait le courage d'avouer une chose évidente à vous toutes, tous ce soir, trop facile après, que la question migratoire, ce n'est pas une question italienne ou grecque, c'est une question européenne. Nous avons réussi à convoquer pour la première fois de l'Union européenne un sommet spécial sur l'immigration après qu'on n'a pas arrivé à sauver 900 femmes et enfants alors qu'on a réussi à sauver milliers de vies de la Méditerranée. C'était notre gouvernement, madame, qui a convoqué ce sommet. Et depuis, on a fait des pas en avant. Oui, trop peu, trop tard. Mais sans doute, les solutions que j'ai entendues, qui étaient dans les programmes de notre présidence 2014, sont toutes bonnes. Tout ce que vous avez dit. Lisez les programmes de la présidence italienne. J'en sais quelque chose, j'étais ministre des Affaires européennes. Et toutes les propositions que vous avez faites, toutes, y compris la gestion de la migration économique régulière, hein, toutes les propositions sont là. Donc honnêtement, je n'ai pas de leçons à prendre. Sur la Libye, mais parlez avec Nicolas Sarkozy et David Cameron. Je dois venir en France pour dire que l'erreur fondamentale que la présidence Sarkozy et Cameron ont fait en provoquant un désastre total géopolitique en Libye sans avoir un plan alternatif. Et je dois venir en France alors que de la gauche, de l'extrême gauche à la droite en Italie, tout le monde avait expliqué à nos partenaires français et britanniques qu'il fallait construire une alternative gérable au lieu de faire une intervention militaire sans aucun plan. Non, ça change rien. Donc, on a perdu 5 ans. Madame Merkel, remarquable, madame, oui, sans doute, quand elle a reçu 1 million de Syriens en Allemagne. À savoir, quand l'Allemagne a été confrontée avec les mêmes problèmes auxquels nous, les Italiens, ont été confrontés dans les années précédentes, elle a compris que finalement, l'immigration, ce n'est pas une question italienne, mais c'est une question européenne. Donc, honnêtement, on a perdu du temps. Maintenant, on doit mettre en œuvre ces questions parce que c'est seulement au niveau européen, minimum, qu'on peut reprendre contrôle sur des questions qui échappent à tout État national.
Je n'ai pas beaucoup de choses à reprocher à Emmanuel Macron, comme lui, Muscat, Sanchez, Antonio Costa, à savoir Portugal, France, Grèce, Malte, j'ajoute le Luxembourg et j'ajoute l'Allemagne cet été, sont les seuls pays qui acceptent finalement de faire de la répartition sur les réfugiés dans la Méditerranée. Et même sur la répartition, comme c'était celui qui a mené les recours dans la Cour de justice pour faire condamner la Pologne et la Hongrie pour le fait que nous, en Italie, nous recevions 10 000 migrants par jour. Et M. Orban s'est refusé d'accueillir 700 réfugiés politiques par an. Là aussi, je n'ai pas honnêtement des leçons à prendre de qui que ce soit, surtout ici, ce soir, autour de cette table. Merci beaucoup. On passe à la dernière question à laquelle je vais vous demander de répondre vraiment rapidement. 1 minute. Alors, on a bien compris, mais si, parce qu'on a bien compris que bon, le Parlement, c'était compliqué, il n'y avait pas vraiment de majorité, etc. Mais en réalité, quels seront vos partenaires pour peser? Et là, c'est une question qui se pose peut-être un peu moins à Madame Dornano, qui est un peu en dehors de ce périmètre, mais comment est-ce que vous envisagez la coalition de gouvernement sur laquelle vous voulez vous appuyer pour faire passer vos réformes? Justement, pour l'instant, on a l'impression, ça vient du départ, que le gouvernement, il n'y a pas vraiment de majorité, pas vraiment d'opposition, jamais, il n'y a pas vraiment d'alternance, pas vraiment de sortant au Parlement, pardon. Est-ce que vous n'auriez pas envie de changer les choses, de clarifier vos partenariats, ou est-ce que vous faites encore la confiance à on trouvera toujours quelqu'un pour être d'accord avec nous à un moment donné par le biais de la négociation et du compromis? Oh, mais il paraît que je parle toujours la dernière, donc cette fois je vais parler à la première, même si je ne suis pas à nouveau candidate au Parlement européen. Excusez-moi, mais la question, elle ne peut pas être posée comme ça. Parce que ceux qui désignent les parlementaires européens et qui font que la composition du Parlement européen est ce qu'elle est, c'est les citoyens européens. Le Parlement européen est la seule instance démocratiquement élue par les citoyens européens, donc on ne va pas changer ça. Et le résultat au Parlement européen, c'est le reflet du vote des citoyens européens. Et moi, je trouve que c'est le fait qu'on doive se mettre d'accord entre plusieurs groupes politiques pour trouver une majorité, ce n'est pas une faiblesse, c'est une force. Moi, ça m'arrive d'être en désaccord, je l'ai dit sur un certain nombre de points, d'être en désaccord fondamental avec les politiques, notamment en matière économique. J'ai voté la directive travailleurs détachés parce que je considérais que c'était une avancée par rapport au texte antérieur et je continue de le dire, y compris quand dans mon camp politique on dit exactement le contraire. Je continue à me battre sur le fait qu'il faut pas dire abrogation du règlement de Dublin parce que ça n'a pas de sens, mais qu'il faut dire modification du règlement de Dublin parce que le règlement de Dublin est un des éléments fondamentaux de l'espace Schengen et de l'espace de libre circulation. Donc il faut bien qu'il y ait des règles. Si on supprime les frontières internes, il faut qu'il y ait des règles à l'extérieur. Et je répète, moi je suis une favorable à la liberté de circulation et pas à la suppression des frontières. C'est pas tout à fait la même chose. Et je crois que moi, ce dont je rêve, je le rêvais en France, donc je continue de le rêver au niveau européen. Je regrette que la gauche soit un petit morceau. Et une des raisons pour lesquelles je ne suis pas candidate, c'est le fait qu'il y ait autant de listes de gauche. On l'a vu tout au long de la soirée. On est quand même un certain nombre à partager des choses en commun. Donc pourquoi on n'a pas été capable, pourquoi nos appareils n'ont pas été capables de se mettre ensemble pour faire une liste européenne? Et d'autant plus qu'au Parlement européen, c'est effectivement ce genre de majorité qu'on arrive à faire. Sylvie en fait partie, donc on sait, il y a plusieurs parlementaires verts, on a constitué ce qu'on appelle un Progressive Caucus au Parlement européen, avec des écologistes, des socialistes et des gens de la gauche européenne. Et nous voyons bien combien nous partageons des choses. Donc il y a des majorités possibles, il faut les travailler, mais on ne peut pas changer le système de majorité à l'intérieur du Parlement européen, sauf à changer les citoyens européens, et ça je ne sais pas faire. Mireille Dornano, quand même, peut-être, on parle parfois d'une alliance potentielle des personnes un peu plus hostiles à la construction européenne. Est-ce que ce serait une situation que vous envisageriez? Non, mais de toute façon, moi je vous ai dit, je suis patriote. Bon. Mais si je suis au Parlement européen, il est bien évident qu'il faudra, pour que je puisse travailler, intégrer un groupe.
Et je pense que le groupe EFDD sera encore là. D'autant plus que, comme disait M. Gauthier, le Brexit, ils vont certainement avoir des députés en plus. Alors donc je pense que notre groupe sera pas, n'explosera pas, je dirais. Alors donc, mais voilà, je serai dans un groupe eurosceptique, obligatoirement. Je passe à côté. Oui, j'aimais l'hypothèse que quand on commence à s'intéresser aux institutions européennes et à travailler dans cette fameuse bulle bruxelloise qui est tellement dénigrée, on s'éloigne beaucoup de la pensée française d'une séparation entre deux groupes pour 5 ans. Et du coup, on se retrouve souvent dans ces débats-là, quand on est des convaincus, à dire mais non, en fait, c'est comme ça que ça marche et c'est ça qui est intéressant et c'est ça qui est fort et c'est ça qui est riche. Et ça apparaît tout de suite dans le paysage français un peu exotique. Moi, je suis une convaincue de ce système-là et je trouve que dans nos collectivités locales, on devrait l'avoir beaucoup plus souvent. Cette idée qu'on vote un budget et après pendant 5 ans, on a comme ça des trucs figés, on n'arrive pas à faire avancer ces majorités, c'est quelque chose avec lequel je pense que vraiment on fait une erreur en France sur ces questions-là. Ça n'empêche pas qu'on sait après très clairement l'ancrage dans lequel on s'inscrit, l'histoire, les valeurs qui sont les nôtres. Et il y a des moments où ces choix-là, ils sont très clairs. Il y a des moments où les votes, ils partagent très clairement au niveau européen. Mais il y a plein de moments où c'est vrai qu'il y a des choses qui se gagnent par des coalitions. Donc, il me semble pas qu'il y ait un défaut de ce point de vue-là. Le groupe écolo présente toujours un candidat à la présidence de commission au moment où il faut faire les votes. Pareil pour le Parlement, pareil pour le vote du Parlement. C'est un moment intéressant où se débattent des projets différents, mais après, il y a des moments où il faut voter ensemble sur certaines choses parce que ça fait sens, et à d'autres moments, ça ne le fait pas. Donc pour moi, c'est pas une question complexe. Oui, moi je crois qu'il est difficile de penser de refonder l'Union européenne, de réformer en profondeur l'Union européenne sans penser de créer de nouvelles alliances progressistes au sein du Parlement européen. On ne peut pas faire du nouveau et construire les demain seulement avec des relations des pouvoirs ou des familles politiques d'hier. Donc je crois que l'objectif que nous devons poursuivre, c'est d'identifier des grandes priorités politiques. Certaines ont émergé ce soir, la transition écologique, l'Europe sociale. On n'a pas parlé de l'état de droit, mais sans doute l'état de droit est fondamental, la question de la sécurité, la question de la politique de la défense. Autour de ces questions fondamentales, construire de nouvelles alliances progressistes. Des nouvelles alliances progressistes qui soient cohérentes et qui aient vraiment le courage et la force de mener à bien cette fois-ci les projets de refondation de l'Union européenne. Et je crois qu'il faut travailler aussi en regardant les contradictions qu'il y a à l'intérieur des familles politiques traditionnelles et existantes. Nous voulons créer un nouveau groupe progressiste, et dans les nouveaux groupes progressistes, nous voudrons que ça reflète un peu la diversité mais unie par un programme politique commun que nous avons inséré dans la liste Renaissance. Moi, j'espère que dans ces nouveaux groupes, nous pourrons avoir des femmes et des hommes de sensibilité social-démocrate. J'espère qu'il y aura sans doute des élus de sensibilité écologiste dans notre liste, mais j'espère que la famille écologiste voudra converger sur certaines questions fondamentales pour réformer l'Europe. Et je crois que nous devons mettre au nu les contradictions flagrantes du Parti populaire européen, qui n'arrive plus à rien à voir avec les partis de Robert Schuman, d'Alcier et de Gasperi, et qui a à son intérieur tous les contraires de tout, qui est toujours plus urbanisé, dans lesquels l'extrémisme de droite d'Urbain est en train de l'emporter sur toutes les questions fondamentales, à commencer par les valeurs, à commencer par l'état de droit, et à commencer par les droits fondamentaux. Donc, il faut évidemment faire bouger les lignes, et il faut créer des nouvelles alliances progressistes. Et il est clair que ce Parlement devra, d'après moi, travailler de façon différente de celles qu'on a vues dans la dernière législature, parce qu'il y a des extrêmes qui ne sont pas d'accord, sont d'accord sur rien sur la question européenne, et alors qu'il peut y avoir une alliance progressiste centrale qui peut véritablement faire la différence pour l'Europe que nous voulons.
Je ne veux pas terminer sur une note négative, mais ce que vous venez de vous expliquer, Monsieur Gaudy, c'est qu'en fait, comme le parti dans lequel vous souhaitiez, avec lequel vous souhaitiez collaborer, qui est le parti ALDE, n'est pas tout à fait d'accord, ou vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec eux sur un certain nombre de choses, l'idée, c'est d'aller piocher dans nos partis à nous de quoi construire une alliance progressiste. Je trouve que c'est pas tout à fait de manière, et c'est surtout pas le reflet de ce qu'il y a à construire en commun. Et je reprends effectivement ce qu'on a évoqué à plusieurs reprises ce soir. La distinction progressiste reste du monde ne vaut pas s'il n'y a pas une dimension politique claire de clivage droite-gauche dans cette assemblée. Et pour moi, c'est très important. Je vous rejoins en revanche sur le fait qu'on n'a pas évoqué plein de sujets. C'est dommage parce qu'il faudrait qu'on revienne probablement devant cette assemblée pour en parler. Il y a une autre chose qui m'exaspère beaucoup et sur laquelle je veux revenir en un instant, c'est que on dit souvent, enfin il se dit qu'il y aurait une espèce de coalition permanente entre les socialistes et démocrates et le PPE depuis la nuit des temps au sein de ce Parlement. Je récuse totalement cette acception. Il n'y a jamais eu d'alliance fonctionnelle entre le PPE et les socialistes et démocrates au Parlement européen. Et ça serait méconnaître, disons cela, la manière que nous avons de travailler à créer justement des majorités de projets sur la totalité des dossiers qui sont devant nous et sur lesquels nous avons à travailler. Donc si j'avais à répondre à votre question, et je le fais en une phrase, pour moi, il faut créer les convergences avec la gauche et les écologistes pour faire en sorte réellement que nous ayons une Europe progressiste. Et c'est dans ce sens que nous rechercherons des majorités de projets à l'avenir. On va maintenant laisser la parole à la salle. Alors on va aller par salve de 2 questions, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, vraiment. 2 questions, des réponses, 2 questions, peut-être des réponses. Mais déjà, les 2 premières questions. Courtes possibles. Les plus courtes évidemment. possibles, synthétiques, s'il vous plaît. Oui, bonjour, je voudrais poser une question de politique générale, si je peux dire, par rapport à qui s'adresse à vous tous. Pour faire une majorité, il faut des élus, et donc il faut séduire les élus. Je ne comprends pas pourquoi vos partis, les partis que vous représentez, et notamment ceux qui sont à gauche et qui sont majoritaires dans cette réunion ce soir, pourquoi vous avez choisi d'exposer vos désaccords dans la campagne électorale au lieu d'exposer vos accords. Vous venez nous expliquer depuis le début que c'était à partir des accords que vous aviez que vous fonctionnez. Pourquoi faites-vous le contraire? Et pourquoi faites-vous tous vos efforts pour faire fuir les électeurs au lieu de les séduire par ce qui est vos accords? À charge pour les électeurs ensuite de choisir les désaccords insupportables pour sélectionner celui ou celle qui le représente le mieux. C'est un véritable drame que vous êtes en train de jouer et vous en êtes responsable puisque vous êtes sur ces listes. Une deuxième question? Oui. Oui, je crois qu'on n'en a pas beaucoup parlé ce soir. Je voudrais savoir quelle influence ont le groupe de quelques pays comme la Pologne, la Hongrie, dans une moindre mesure l'Italie, l'Autriche, sur la politique européenne, et pourquoi les atteintes à la démocratie et aux droits de l'homme dans certains de ces pays ne donnent pas lieu à riposte ou à réponse de l'UE. Merci beaucoup. On n'avait pas parlé d'état de droit, effectivement, c'est quand même un enjeu important. Moi, je veux bien. C'est pas moi qui commence. Non, mais je veux bien. Monsieur, vous avez raison. Je peux pas vous dire mieux, vous avez raison. Différents débats, celui-ci, pas de la même manière, mais et celui que vous avez eu il y a quelques jours à la télé ont bien montré que, effectivement, sur plein de sujets, beaucoup des formations politiques qui partent à ce combat ont des similarités. On n'est pas pareil, parce que si on était pareil, on serait du même parti, mais de très très grandes similarités. Et je regrette, comme vous, le fait que nous ne soyons pas ensemble sur une liste commune. Donc, simplement, voilà, la porte est encore ouverte. Je le dis au nom de la liste dans laquelle je suis. La porte est encore ouverte et il faut qu'on ait la réaction nécessaire pour faire en sorte justement que le pire n'arrive pas dans cette élection. Donc je ne peux pas être plus d'accord avec vous.
Je vais prendre plus de temps sur la première question parce que je pense qu'elle s'adresse notamment à moi. Et puis je ferai juste une phrase sur la deuxième. Et c'est aussi pour ça que je n'ai pas répondu dans le tour de table parce que je savais que ça reviendrait dans le débat nécessairement. Alors, je vais être extrêmement claire. Je fais partie des gens qui, chez les écolos, ont poussé pour une liste autonome écologiste avec un énorme respect et un énorme intérêt pour ce qui se passe à côté. C'est pas une ligne nouvelle, c'est une ligne que je tiens depuis des années, depuis mes années grenobloises, depuis mes années municipales grenobloises, mais depuis des années. Je pense que depuis des décennies, il y a eu de manière structurelle une différence entre nos choix. Effectivement, moi je disais le terme je suis pas productiviste, et voilà. Et je ne sais pas si la mutation elle a eu lieu. J'y crois de plus en plus. Je ne vois, et surtout, pour moi, ce n'était pas l'élection où c'est intéressant. C'est-à-dire que c'est une élection à la proportionnelle. Moi, je souhaite que toutes les listes de gauche aient plus de 5%. Et je vais vous le dire le plus honnêtement possible. Non, je ne pense pas que c'est incompatible. Je vais vous dire le plus honnêtement possible, je suis 12e sur cette liste. C'est pas grave si je suis pas élue. C'est pas ma petite personne qui compte. C'est du collectif qui compte. Donc, c'est tant mieux si les autres listes, si on est plusieurs listes à faire 6%. Pourquoi est-ce que c'est toujours formidable qu'il y ait plein de listes de droite et que eux, ils arrivent à tous ensemble faire des majorités une fois qu'ils sont élus, et que nous, il faut toujours qu'on passe toute la campagne à s'engueuler, alors qu'il suffit juste que toutes les listes de gauche rassemblent suffisamment de monde, et cet électorat, il existe. Ça voudrait dire que notre électorat est tellement petit qu'on est obligé. Et après, par exemple, ma liste va siéger dans le groupe vert, un groupe vert qui est européen, qui contient des partis verts européens anciens, qui travaillent ensemble toutes les années durant. Et c'est notre première famille, elle est là. C'est notre première famille, c'est une famille écologiste européenne. Elle date depuis très longtemps. C'est un travail qu'on a mené depuis longtemps parce qu'effectivement, on est extrêmement européen. Et du coup, c'est dans cette famille-là qu'on va s'inscrire une fois qu'on sera élu. Et je souhaite que toutes les listes les listes de gauche et écolo fassent un bon résultat. Et je pense que c'est possible et qu'il faudrait arrêter le débat justement de l'engueulade entre nous. Une réponse peut-être sur le rôle de la Pologne et de la... Ah, Marie-Christine Verger veut peut-être compléter. Moi, je vais répondre d'un mot parce que j'ai déjà dit, je ne suis plus membre d'un parti politique depuis que j'ai quitté le Parti socialiste en 2005. Ah, quelle horreur! Et je suis revenue en politique en 2009 parce que le Front de gauche m'intéressait. Parce que le Front de gauche était dans une dynamique de rassemblement. Je ne vais pas faire le détail de ce qui s'est passé depuis. J'en suis profondément malheureuse. Et moi, je ne crois pas que dans la situation actuelle, la gauche soit en position de force. J'ai les yeux un peu grands ouverts. Et je pense, comme vous le laissez sous-entendre, que le problème aujourd'hui, c'est que la majorité des électeurs de gauche, ils iront faire autre chose le 26 mai, parce que moi, les électeurs que je rencontre me disent en général qu'ils ne savent pas, qu'ils n'ont pas envie de choisir, qu'ils ne savent pas qui choisir et donc qu'ils n'iront pas voter. Donc, bonne chance pour ceux qui vont faire la campagne pour essayer de les convaincre des différences, alors qu'on n'a pas arrêté de montrer tout au long de la soirée qu'on avait plein de choses en commun. Moi, je considère qu'il vaut mieux défendre la bouteille à moitié pleine que la bouteille à moitié vide. Sur la question de l'état de droit, je vais le dire en quelques mots, parce que j'ai suivi la question de la Hongrie depuis 2010. Monsieur Orbán est arrivé en Hongrie au pouvoir en Hongrie en 2010. Dès le mois de mars 2011, le Parlement européen a voté une résolution pour alerter sur la question de la presse. Dès le mois de juillet, il a alerté sur la question de l'indépendance de la justice. Liberté d'expression, indépendance de la justice, des piliers de l'état de droit. Si le Conseil et la Commission avaient réagi dès ce moment-là, je pense qu'au niveau de l'état de droit, nous n'en serions pas là où nous en sommes aujourd'hui en Europe. Oui, oui. La question de l'unité ou de la division de la gauche française, ce n'est pas me concernant. Je préférerais parler d'une question dont je me suis occupé moi aussi, c'est l'état de droit qui est véritablement très inquiétante. Et là, je suis d'accord, on a perdu du temps. Je m'en souviens quand j'avais commencé à travailler au Conseil, en 2014, les conseils des ministres de l'Union européenne n'avaient jamais mis à l'ordre du jour la question de l'état de droit. Et si on a commencé à mettre à l'ordre du jour et à travailler sur l'état de droit, c'était sur initiative de notre gouvernement en 2014.
Aujourd'hui, moi, je trouve qu'on est dans une situation qui est absolument inacceptable. Parce que s'il y a quelque chose qui nous lie, s'il y a quelque chose qui définit l'identité européenne, parce que si nous avons une identité commune, nous les Européens, mais ce n'est pas... c'est l'état de droit et les droits fondamentaux. C'est ça l'identité européenne. Et donc, il est clair que d'un côté, il faut introduire de nouveaux instruments pour assurer les respects de l'état de droit dans tout l'espace de l'Union européenne. Parce que les citoyens hongrois, les citoyens polonais, et j'espère, on n'y est pas trop loin, j'espère pas, mais on n'y est pas trop loin demain, les citoyens italiens ont droit de savoir que si leur gouvernement viole les droits fondamentaux, l'indépendance de la magistrature, les droits des minorités, la liberté d'enseignement, la liberté de la presse, eh bien, l'Union européenne est là pour défendre les droits de tous les citoyens européens, y compris des Italiens, des Hongrois et des Polonais. Donc, il est clair qu'il faut absolument changer des procédures qui sont trop faciles à bloquer au Conseil pour arriver à des véritables sanctions contre les pays qui agissent à l'encontre de ces droits fondamentaux, et il faut introduire une conditionnalité très claire. Si tu ne respectes pas l'état de droit et les droits fondamentaux, tu n'as pas le droit au fonds européen. Parce que la solidarité européenne ne peut pas être à sens unique. Tu ne peux pas être solidaire et bon européen quand tu reçois des milliards d'euros des fonds de développement régional de Bruxelles à Budapest et de Bruxelles à Varsovie, et après la solidarité, tu l'oublies quand tu dois respecter les droits des minorités, les obligations de solidarité et les droits fondamentaux. Donc, il faut mettre, et c'est une proposition sur laquelle on va se battre, une clause selon laquelle on va suspendre, geler les fonds européens pour les pays qui violent l'état de droit et les droits fondamentaux. Je voudrais juste rajouter une phrase à ça. Nous, on a la même proposition. Par contre, on a une grande inquiétude qu'à travers cette règle, on punisse des citoyens qui, pour certains, ne sont pas du tout en accord avec ce qui est choisi par leurs États nationaux, et notamment dans des pays où la démocratisation de la vie actuellement en Hongrie, elle est quand même difficile à cerner. Et du coup, on pense qu'il faudrait que dans ces cas-là, l'Union européenne redistribue les fonds directement et ne passe plus par les États-nations, mais que d'une manière ou d'une autre, les fonds atteignent quand même les citoyens. Donc c'est juste une petite... Y a-t-il d'autres questions là? Les deux dernières, donc bon, pas de femmes, c'est dommage. Oui, juste un mot sur le Brexit. En fait, donc l'hypothèse d'un Brexit dur a été présentée presque unanimement comme étant dramatique pour la Grande-Bretagne, car ça contraindrait fortement ses échanges avec ses voisins européens. Mais si on prend un exemple pas trop loin de chez nous, Israël, c'est aujourd'hui un pays prospère, davantage même que la France en termes de PIB par habitant, ce qui est assez incroyable quand on songe que sa minorité arabe reste discriminée. Et force est de constater que sa prospérité n'a pas été bâtie en commerçant avec ses voisins. Alors pourquoi est-ce qu'une Angleterre qui serait libérée des contraintes européennes et qui dispose de compétences très pointues en matière de services, ne serait-elle pas en mesure d'aller chercher des relais de croissance en Inde, en Chine ou ailleurs, et plutôt que de rester engluée dans une Europe continentale qui, depuis 10 ans, est la seule zone du monde à être en quasi-stagnation. Et si l'Angleterre devait réussir envers et contre tout, pourquoi est-ce qu'elle n'inspirerait-elle pas d'autres pays en Europe? Voilà. Dernière question. Merci. Je voulais rebondir sur la réponse de M. Gozzi, qui rejoint la première partie de la présentation de ce soir. En gros, qui est le patron en Europe et comment pensez-vous pouvoir réaliser ce que vous avez exposé à l'instant ? Ah oui, alors moi j'ai vraiment vécu un moment de politique à Sciences Po ici. C'est très très loin de mes préoccupations. Hein. Et puisqu'il y a beaucoup de Grenoblois dans cette salle, je pose aux Grenoblois la question, savez-vous que l'énergie hydraulique va vous échapper complètement, qu'elle va être maintenant sur un marché qu'on ne contrôlera plus peut-être,
hein, c'est quand même très préjudiciable à côté de la tour Bergès qui va être, elle, restaurée. Je ne parle pas d'une dictature écologique, je suis très sympa. Merci. C'est pas une question, hein, c'est une affirmation pour les Grenoblois, quoi. Par exemple, aller pêcher dans le Drac, ça sera dur. Peut-être une réponse non, sur l'Angleterre comme exemple. Sur l'Angleterre, oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est vraiment, effectivement, puis en plus l'Angleterre, il y a le Commonwealth, enfin, c'est donc, c'est aussi important, ils peuvent commercer avec beaucoup de monde. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ce qu'on a oublié, il y a quand même 40%, là je parle de la France, hein, parce que nous sommes français, 40% de Français qui voudraient sortir de l'Union européenne. C'est quand même pas... c'est un sondage IFOP, hein, c'est pas moi qui le dis, c'est un sondage IFOP. Donc il faut croire que ça n'est pas aussi évident que cela. Alors effectivement, les élections européennes, il y a très peu de gens qui vont voter parce que justement, ils ne savent pas ce qu'est l'Europe. C'est très loin de chez eux. Et les femmes votent encore moins que les hommes aux européennes. Voilà. Mais à toutes les élections, c'est le cas. Oui, mais entre autres aux européennes, plus encore. Oui, sur le Brexit, effectivement, ça a été le grand discours du Brexit, c'était le retour du Commonwealth. Et d'ailleurs, il y a la même chose chez nous, c'est le retour de la francophonie. Je crois que c'est chez nous. Il s'est avéré immédiatement que ça n'a pas marché. Immédiatement. Parce qu'en fait, nos vieux empires coloniaux n'existent plus. Malheureusement, on a encore des réminiscences, mais pour de vrai, en fait, l'Inde a son droit de... Voilà. Et en fait, ils n'ont pas répondu. Donc, ça, c'est sur un point de vue... En plus, je trouve que c'est d'un malheureux de revenir à ces images nostalgiques. Enfin, je pense que vraiment, on n'est plus là pour avoir un pays européen qui a une certaine influence sur d'autres pays dans le monde. Je pense qu'on a vraiment passé cette étape-là. Et d'autre part, il n'y a pas que les questions... Il y a les questions commerciales, certes, mais le Brexit, il est terrible à d'autres, pour plein d'autres raisons. Et une raison notamment, c'est que il y a un pays qui est mis en immense difficulté, voire en danger par le Brexit, qui est l'Irlande. Les accords qui sauvent aujourd'hui la paix et qui ont permis de réguler la situation en Irlande sont des accords qui s'appuient sur des règles européennes, ça ont été mises en place par l'Europe. Donc le Brexit, ça n'a pas simplement des incidences en termes commerciaux pour l'Angleterre, qui effectivement va probablement vivre un peu une récession, mais il n'y a pas que ça. C'est aussi que c'est un vrai moment de renoncement et de retour à l'idée d'un vieil empire. Et donc c'est une vision extrêmement rétrograde de ce que peut être une société. Ah oui, avec les budgets de Salvini et des 5 étoiles, on est non, mais vous parlez du gouvernement. Le gouvernement, il y a deux hommes forts dans ce gouvernement. Il y a un porte-parole qui est le président du Conseil compte. Les hommes forts s'appellent Luigi Di Maio et Matteo Salvini. Leur budget est désastreux. Ils ont réussi en un an à nous faire rentrer en récession, alors que nous avions trouvé en 2013 l'Italie avec un mois 2,3% de récession. Et à la fin du gouvernement des centre-gauche italiens, l'Italie avait retrouvé sa croissance et était à 1,6, 1,8. Aujourd'hui, on est déjà rentré à nouveau en récession parce qu'il suffit un an des nationalistes au pouvoir, et je vous l'ai dit aux amis françaises et aux amis français, ça suffit un an des nationalistes au pouvoir pour créer des dégâts permanents. Parce que vous savez, les nationalistes restent au pouvoir très peu de temps, mais les dégâts qu'ils produisent restent malheureusement très longtemps. Donc ne prenez pas l'exemple de mon pays, parce que c'est vraiment un mauvais exemple, et du point de vue économique et du point de vue politique. Sur le Brexit, messieurs, demandez-les aux Britanniques. Ils ont voté de façon démocratique, un référendum, le 23 juin 2016. Ils sont passés 3 ans, ils ne sont pas encore sortis. Et ils ne savent pas comment sortir. Ils ont découvert que tout ce qu'on leur avait raconté dans le référendum, ce n'est pas vrai. Ils n'ont pas eu 300 millions de livres anglaises pour les hôpitaux chaque semaine, comme Boris Johnson et Michael Gove avaient promis pendant le référendum. Le 29 mars, ça devait être les jours de la grandeur retrouvée de l'Angleterre dans le monde. C'était les jours de la crise et du désarroi. Et hier, on a eu un nouveau sommet dans lequel on a dû reporter. Demandez aux Britanniques, parce que pour eux, c'est tellement difficile quitter l'Union européenne, parce que c'est un choix qui est historiquement, politiquement, économiquement mauvaise.
Et ils ne savent pas comment sortir maintenant parce qu'ils se rendent compte que c'est un choix mauvais. Nous sommes les premiers marchés du monde. On a une puissance qu'on devrait développer davantage pour protéger nos intérêts sur la scène globale. Et les Commonwealth, il n'y a pas eu la file à Londres. Il n'y a pas eu la file à Londres des pays du Commonwealth pour négocier des accords commerciaux avec les Royaume-Uni. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas intéressés. Parce qu'ils sont intéressés à travailler avec les marchés européens, et pas avec un petit marché britannique. Donc c'est un choix vraiment, comme on dit en bon français, lose-lose, que je ne conseille à personne. Je suis d'accord avec Sandro Gozzi sur la tromperie initiale s'agissant du Brexit. Cette campagne a été émaillée de mensonges plus gros que Nigel Farage. Non mais, sur le NHS, évidemment, sur la question de migration, évidemment, et même Nigel Farage, qui, si on l'a compris, est donc le leader du groupe de Madame Dornano, a avoué le lendemain de l'élection qu'ils avaient menti et que tout cela était foutaise. Mais c'est se moquer des électeurs, c'est se moquer des Britanniques de faire reposer un vote sur autant de tromperies. Deuxième chose que je voulais évoquer devant vous, monsieur, n'imaginez pas un seul instant que les Britanniques aient l'idée d'être dans leurs frontières et de ne plus avoir de relations ni commerciales avec personne. Que font-ils depuis 3 ans? Ils cherchent toutes les substitutions de commerce avec d'autres parties du monde pour essayer d'avoir effectivement des accords commerciaux avec d'autres ensembles continentaux. Donc, n'ayez pas en tête qu'ils vont être dans leurs frontières et ne plus avoir de relations avec d'autres. Ça serait vraiment totalement en dehors de la réalité. Et peut-être 2 dernières choses. Parce que là aussi, on va partager encore une chose avec Sandro Gozzi. Non mais... c'est pas mal. Au bout de la soirée, c'est pas mal, je dis. Non, mais il faut savoir ce que les Britanniques veulent. Ça suffit qu'ils aient des votes où ils refusent 8 ou 9 fois de suite un accord avec l'Union européenne par addition des contraires. Un vote non au Parlement britannique est composé d'une myriade de raisons qui sont complètement contradictoires les unes avec les autres. Donc la question est: que veulent-ils? Que veulent-ils? Voilà. Après, l'Union européenne répondra. Et finalement, dans cette affaire, je trouve qu'il y a eu un paradoxe absolument fantastique. C'est-à-dire qu'au début, on s'est tous dit « Ouh là là, le Brexit, ça veut dire que plein d'autres vont vouloir faire la même chose. Les Danois vont s'y mettre. Tout le monde va faire du cherry picking, en bon espagnol et en bon italien, va faire du cherry picking. Et on aura finalement une Europe à la carte. » Rien du tout. Rien du tout. Il s'est passé un truc assez incroyable qu'avec Michel Barnier, les Européens sont restés unis dans cette affaire. Et c'est plutôt une démonstration intéressante de ce qu'on peut construire ensemble. On doit dire qui est le patron. Je vais juste vous dire, et vous ne pourrez pas dire l'inverse, George Soros, vous connaissez, européiste convaincu. Voilà ce qu'il a dit. Il redoute que l'Union européenne ne suive le chemin de l'Union soviétique. Voilà, c'est tout. Ça veut dire, oui, bah oui. C'est Soros qui le dit. Et quoi d'autre? Vous pouvez rire, monsieur Gozzi, c'est Soros qui dit ça. Et vous soutenez monsieur Orban dans son combat contre Soros, peut-être? Le nouveau diable européen? C'est pas une référence pour nous, Soros, c'est un Américain, et alors? Il n'empêche qu'il est très ami avec M. Juncker. Oui, c'est la bête noire, de M. Orban, et ce n'est pas un hasard si vous le citez ce soir. Moi, la question du Brexit, c'est simple, les Britanniques ont voté. On peut penser ce qu'on veut, les Britanniques ont voté, et on doit respecter leur choix. Ce qui est dommage, c'est que M. Cameron, qui a demandé le référendum sur le Brexit, en fait était contre le Brexit. Mais il a voulu faire un coup de poker qu'il a perdu. Et je reviens à ce que je disais au début, c'est de la politique politicienne de bas étage. Et on ne joue pas avec ce genre de choses. Parce que dans quel état est aujourd'hui le Royaume-Uni? Ils sont divisés. Madame May n'arrive à avoir que des majorités contre elle. Elle n'arrive pas à avoir de majorité pour elle. De quoi rêve le gouvernement britannique? D'un accord de libre-échange pur et dur avec l'Union européenne. Donc excusez-moi de le dire comme ça, mais les cocus de l'histoire, c'est quand même les Britanniques, et notamment les Britanniques les plus défavorisés, qui vont rien avoir à gagner, parce que
tout à perdre parce qu'ils vont se retrouver dans une situation encore pire qu'avant. Et mes amis irlandais, parce que moi j'ai le privilège d'être dans un groupe où sont les gens du Sinn Féin. Et je peux vous dire que les gens du Sinn Féin, depuis le début, ils sont tétanisés à l'idée que la guerre pourrait reprendre, tétanisés à l'idée qu'une frontière pourrait être établie entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande. Donc moi j'ai appris beaucoup de choses de nos camarades irlandais au cours de ces 3 ans. Beaucoup de choses. Beaucoup d'humilité par rapport à ce qu'ils ont expliqué. Parce qu'ils ont travaillé en permanence avec M. Barnier. Et la question de la frontière est une question essentielle. Et c'est aussi la question essentielle pour la majorité de Mme May, parce que je vous rappelle qu'elle a une majorité au Parlement britannique. Elle n'avait une majorité au Parlement britannique qu'avec le dupe irlandais, c'est-à-dire les plus réactionnaires du Parlement irlandais, les plus pro-britanniques, dans la vieille histoire entre catholiques et protestants en Irlande qui leur a fait tant de mal. Merci beaucoup. Non, c'est la fin de... Ah oui, on ne sait toujours pas qui est le patron. Monsieur Gaudi, est-ce que vous voulez nous dire rapidement qui est le patron? Mais il faut vraiment se dépêcher. C'est sans doute pas George Soros chez les patrons. Hein. On pourrait penser, non. Alors ça, je vous assure, George Soros n'est pas le patron de l'Union européenne. Il n'y a pas un patron, c'est un jeu d'équipe. Il n'y a pas seulement un, et ce n'est pas un jeu individuel, l'Europe, c'est un jeu d'équipe. Il faut travailler ensemble entre gouvernements, parlementaires européens, commissaires européens. Donc il faut élire des bons députés européens, il faut envoyer des bons ministres, il faut choisir des bons commissaires parce que sinon l'équipe ne gagne pas la Champions League et nous voulons que notre Europe gagne la Champions League. Je vous vois tout le monde là comme les étudiants à la fin là quand ça va bientôt être l'heure se préparer, mais on a encore 3 minutes pour remercier d'abord un certain nombre d'intervenants et puis la petite cerise sur le gâteau, c'est que depuis une semaine on tient une simulation d'élection européenne auprès des personnels de Sciences Po et des étudiants. Tristan qui est là va nous en présenter les premiers résultats en prime. Alors restez, soyez encore un peu patients, 5 minutes, et ensuite, voilà. Juste une chose, je voulais remercier un certain nombre de personnes. Alors d'abord, évidemment, vous, pour la qualité du débat ce soir, parce que... On espérait faire mieux que jeudi dernier à la télévision, c'était pas très dur, mais on a fait bien mieux, et donc je vous en remercie parce que c'est vraiment vous qui en êtes grandement responsable. Je voulais aussi remercier Maëlie, qui a donc ouvert ce débat tout à l'heure. C'était pas forcément facile et je voulais vraiment la remercier pour sa participation au débat et par ailleurs à travers elle et au-delà toutes les associations étudiantes qui nous ont aidés aujourd'hui, donc Alpe Europe, le mouvement des jeunes européens et tous les autres qu'on a cités tout à l'heure. Je voulais aussi remercier les personnels qui nous ont aidés au sein de Sciences Po Grenoble. Alors je vais citer que ceux qui sont encore là, mais il y en aurait d'autres à remercier. Je voudrais citer pour la communication Alexis Richard, si tu veux bien te lever Alexis, et de l'autre côté Lise Marcel, qui, s'il vous plaît, qui ont vraiment œuvré pour que cette journée soit un franc succès. Et puis Sylvie Cussy qui est là et qui a fait les expositions, qui a organisé l'escape room auquel certains étudiants ont participé. Comment? Alors, c'est le groupe transatlantique sur l'Europe politique qui vous a été cité tout à l'heure. Donc c'est eux qui ont participé, notamment alors, via la présence de certains d'entre nous, parce qu'on participe aussi à ce groupe, mais voilà, c'est ce soutien-là. Donc voilà, et puis je donne la parole donc maintenant à Tristan qui va vous donner les résultats de... Bonjour, bonsoir plutôt à tous. On va essayer d'être bref puisque tout le monde a envie d'aller à un moment donné se coucher, particulièrement quand on a cours demain à 8h, comme c'est mon cas. Donc, très rapidement, pour essayer de restituer, vous savez qu'à Grenoble, on a un grand centre de recherche qui s'appelle PACT, dans lequel on fait des enquêtes traditionnellement, et à l'IEP, on est un institut d'études politiques où on fait des simulations électorales à chaque grand enjeu de la grande élection qui concerne tout l'ensemble de la société française. Donc, on a essayé de faire une simulation électorale, comme on fait des sondages dans la population française de manière générale, et on a voulu savoir quels étaient les grands... Qu'est-ce que voteraient les personnels et les étudiants de la communauté de Sciences Po? Donc réponse tout de suite. Et aussi pour resituer par rapport à l'offre et par rapport à l'état du rapport de force dans la population française en général.
D'abord, à Sciences Po Grenoble, vous avez 89% qui disent qu'ils iront voter aux prochaines élections européennes, contre 42% parmi l'ensemble des Français, ce qui est stable par rapport à l'ancien taux de participation, 43% aux élections européennes de 2014. Donc vous voyez, c'est typique de la sociologie quand même de Sciences Po, qui sont des milieux éduqués, donc voilà, politisés, intéressés par la politique. Donc là-dessus, pas de surprise. Là encore, sur les intentions de vote, un classique, c'est-à-dire que la gauche est majoritaire, et largement majoritaire dans les instituts d'études politiques, mais vous voyez qu'elle est quand même, peut-être un peu à l'image du débat de ce soir, clairsemée entre des offres politiques très, très différentes, et vous voyez que les écologistes arrivent en premier avec 30% des votes, 17% pour La République En Marche, 15% pour le mouvement Génération, 11% pour Place Publique et le Parti Socialiste, 8% pour la France Insoumise, 6% pour le Parti Communiste, et puis après des plus petites listes. Voilà. Donc une différence par rapport à la population française, c'est normal, ce n'est pas un sondage comme d'habitude, mais qui évoque quand même une grande division et une grande diversité d'opinions à l'IEP. Peut-être encore plus intéressant, est-ce que les gens sont vraiment sûrs de leur choix? Parce qu'on a fait un débat ce soir, mais si les gens ne sont pas sûrs de leur choix... Alors, 37% sont effectivement sûrs de leur choix à Sciences Po Grenoble, c'est beaucoup moins que l'ensemble des Français qui sont, eux, pratiquement 7 sur 10 à être, eux, sûrs de leur choix. Donc le débat de ce soir n'était pas inutile pour les gens qui sont présents ici, puisque, notamment les étudiants, ne sont pas sûrs de leur choix. Et quand on regarde avec un peu plus de finesse qui est sûr de son choix et qui ne l'est pas, eh ben vous voyez que, finalement, chez les écologistes, chez Génération, chez la France Insoumise, chez Place Publique et le Parti Socialiste, qui se disputent quand même des électorats qui sont quand même assez... qui partagent un certain nombre d'options de politique publique, on n'est pas sûr de leur choix, et donc la campagne des élections européennes est là pour ça aussi, pour servir à ce que des gens puissent avoir des arguments et puissent se positionner et ensuite voter en mai prochain. Voilà, c'était tout jusque-là. Merci. Alors, on vous souhaite à tous une bonne soirée, surtout des bons débats sur l'Europe jusqu'au 26 mai, et au-delà, et on espère partager avec vous. Vous l'aurez compris, il s'agit toujours pour vous de continuer à convaincre, parce que moi, le chiffre que je retiens, c'est le nombre important de gens qui ne savent toujours pas s'ils sont sûrs pour qui ils vont voter. Donc, bon travail. Au revoir.